Bonjour, aujourd'hui l'EPNAC vous invite dans le cadre de sa semaine de l'innovation à une table ronde autour de la thématique des Living Labs dans le cadre de l'habitat pour et avec les personnes en situation de handicap. Et pour répondre un petit peu, apporter des témoignages sur cette thématique, j'ai le plaisir de recevoir à la fois Amélie Galcera, qui est chargée de projet au HLab, un une association qui a été créée en 2012 et qu'elle nous présentera. Et puis je donne la parole également aussi à Stéphane Soyer, qui est un des animateurs de Living Lab les plus expérimentés. Mais je vais tout d'abord leur proposer de se présenter. Amélie, je vous en prie. Merci beaucoup, Elvez, pour l'invitation à cette semaine d'innovation. Donc, Amélie Galcera, chef de projet innovation inclusive au sein de l'association HLab. J'ai un parcours de designer spécialisé en innovation sociale, notamment. Et donc, le HLab, c'est une association qui a pour but de mettre en avant les principes de la conception universelle et de faire participer les personnes en situation de handicap à l'innovation, qu'elles soient réellement partie prenante de projets innovants ou de rendre plus accessible à tous des produits, des services, des événements, tout un tas de choses pour que ça soit plus universel et accessible. Voilà. Stéphane. Merci Elvez, également merci pour l'invitation. Stéphane Soyer, je dirige une petite équipe qui s'appelle Ensemble, mais avec une faute d'orthographe, puisqu'on a mis deux L à Ensemble, comme Living Lab, forcément. Et donc mon équipe appartient à l'Université catholique de Lille. Et on fait, comme beaucoup d'universitaires, de la formation, de la recherche, et on dit aussi à la Catho de Lille du service à la société. C'est-à-dire depuis une dizaine d'années, on est implanté dans un quartier au nord-ouest de Lille et on propose la démarche Living Lab à ce quartier un peu atypique qui s'appelle le quartier Humanicité, qui regroupe une quinzaine d'établissements du secteur santé au sens large, hein, du social au sanitaire. Et alors, Amélie parlait de son parcours. Je trouvais intéressant que vous disiez que vous étiez designer, c'est votre formation, c'est votre expertise. Et j'allais dire, moi, pas du tout. En fait, je viens du monde du développement économique. Avant d'arriver à la Catho à Lille, j'ai travaillé à créer sur un territoire du centre de la France, à créer des grappes d'entreprises, des pôles de compétitivité, des clusters en bon français, où on fait travailler des entreprises, des politiques publiques et des universités, des organismes de formation et de recherche ensemble pour, sur un territoire, innover ensemble. Donc plutôt innovation technique, mais petit à petit, j'ai eu à travailler sur l'innovation sociale et venir comme ça, de manière presque empirique, sur le sujet des Living Labs dans les années 2006-2007. Et donc, moi, je suis un autodidacte des méthodes de design. Et dans cette université, ce qu'on me demande par de la formation initiale et la formation professionnelle, c'est de faire participer, en fait, faire profiter plutôt de notre expérience à des étudiants, à des professionnels. Et puis, petit à petit, depuis quelques années, on a des chercheurs qui travaillent avec nous sur des thématiques particulières comme, par exemple, la qualité de vie au travail, ou alors la co-conception, mais j'aimerais bien qu'on ait des travaux de recherche sur le design, ce serait une super opportunité. J'espère que ce sera possible dans les années qui viennent. Pour dire que en fait, le Living Lab n'est pas, c'est bien une méthode, c'est pour moi une méthodologie, mais elle n'est pas thématisée, elle n'est pas forcément sur une thématique particulière qu'on pourrait imaginer être sur la créativité ou sur. Bien sûr que c'est voué à trouver des nouvelles idées, mais quel que soit le secteur d'activité, quel que soit l'établissement, à partir du moment où on se pose la question de la transformation, l'innovation, à mon avis, le Living Lab, dans sa méthode, dans sa manière de faire, est envisageable. Bien, bien. Et alors, pour vous deux, qu'est-ce que c'est qu'un Living Lab? Qu'est-ce que c'est que ce drôle de machin, ce laboratoire vivant, en bon français? Ouais. Merci de l'avoir traduit, Elvez. Amélie, c'est vrai, quoi. Oui, bien sûr. Amélie, un laboratoire vivant, un Living Lab, pour vous, c'est quoi? Pour moi, c'est avant tout de
d'inclure les personnes dans la création, et notamment donc les personnes en situation de handicap qui ont comme tout le monde des besoins et des attentes, et même peut-être d'autant plus que tout le monde. Et donc un Living Lab, c'est le fait de concevoir, construire des choses, alors construire pas forcément au sens matériel, mais de réfléchir en tout cas à développer des solutions, des produits, des services, tout un tas de choses qui puissent correspondre réellement aux attentes des personnes et qu'elles soient partie prenante de ce processus de création. Donc pour moi, Living Lab, c'est voilà le sens living au cœur de ce mot, c'est que c'est un lieu où les personnes puissent s'exprimer et puissent participer activement au développement de, voilà, je me répète, mais de solutions qui leur correspondent réellement. Voilà, Et pour qui nous, correspondent, Living ça Lab. veut dire, on a tous des besoins, on a tous des envies, on a tous aussi des choses dont on n'a pas envie. Et c'est exprimer cela pour se faire entendre. Vous aviez parlé de co-construction. Faire ensemble avec ceux qui savent un peu faire, mais qui ne savent pas nécessairement quoi faire, ni comment le faire pour que ça soit bien. Et également, pour que cette chose-là soit facile d'utilisation, qu'elle soit acceptable aussi. Tout à fait. Oui, oui. Non stigmatisante, je rajouterais même, oui. Et je laisse la parole à Stéphane, bien sûr, qui pourra compléter. Je me retrouve complètement dans ce que proposait Amélie. Comme je travaille dans une université, on nous a demandé de choisir aussi notre définition du Living Lab, parce qu'il y en a beaucoup dans la littérature au sein des universités. La définition qu'on a choisie, c'est pour nous, à la Cato de Lille, le Living Lab est une démarche, une méthodologie. Dans Living Lab, il y a Living et il y a Lab. Living, c'est le côté vivant, in situ, in vivo. Donc souvent, je dis que on fait de l'innovation technique, l'innovation sociale, mais pas en laboratoire justement, pas en milieu simulé. En tout cas, nous, c'est systématiquement immergé dans le milieu réel, dans l'EHPAD, dans l'hôpital, dans le quartier, dans le parc zoologique, dans l'entreprise. Peu importe, on le fait vraiment sur site, d'une part. Et le côté laboratoire, ben oui, le côté lab, c'est le côté innovation, transformation. Et donc notre définition, qui est le Living Lab, est une démarche, une méthodologie de transformation, d'innovation, d'un écosystème, d'une entreprise, d'une cage d'escalier, d'un parking, d'une plateforme de répit, d'un hôpital. On viendra, j'imagine, tout à l'heure sur quelques exemples, mais peu importe l'écosystème. La particularité, c'est que cette démarche de transformation, on l'amène avec et par les parties prenantes elles-mêmes. Une démarche de transformation d'un écosystème par ses parties prenantes. Et c'est là où, à mon avis, est la grande originalité, me semble-t-il, du Living Lab, c'est que on n'innove pas seulement avec des entreprises, avec des académiques, des chercheurs. Peut-être si on est dans un quartier avec les politiques publiques, avec les politiques locales, en général, c'est ces trois grands types de parties prenantes qu'on va retrouver dans les Living Labs. On va retrouver surtout ce que disait Amélie, je partage totalement, on va y associer les usagers bénéficiaires des solutions que l'on va travailler. Et on va travailler centré utilisateur, c'est-à-dire qu'on va partir de leurs besoins et leurs attentes, on va faire avec eux, mais avec l'intention, dès que possible, de faire en sorte de travailler, d'innover, de transformer par le regard et les attentes de ces bénéficiaires. Donc, par exemple, dans notre quartier humanicité que j'évoquais tout à l'heure, l'idée, c'est qu'avec les habitants, avec les salariés, avec les résidents, si on parle de structures médico-sociales comme un EHPAD ou un foyer d'accueil médicalisé, ce sont des habitants dans un EHPAD qui sont un peu particuliers, ces fameux résidents, ça reste quand même des habitants. Eh bien, on va faire en sorte d'innover avec eux, mais aussi par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment, OK, ils expriment leurs attentes et leurs besoins, et on va chercher avec des méthodes particulières à ce qu'à un moment, ce soit eux qui orientent le projet, voire même qui décident, quand on a plusieurs pistes possibles, c'est eux qui décident de ce qu'ils veulent, alors bien sûr avec accompagné, bien évidemment, mais qui décident au final de qu'est-ce qu'on va faire et jusqu'où on va aller, par quel chemin on va passer pour innover et transformer ensemble. Voilà, donc une méthodo, j'insisterai beaucoup sur la méthodologie, faire avec une visée de faire par les acteurs eux-mêmes.
là, vous avez bien défini tous les deux ce que c'est que cette démarche du Living Lab. Hein. Ce n'est pas un lieu précis, ce n'est pas un temps précis, mais c'est une façon de faire ensemble, de changer les choses ensemble, de les faire évoluer ou pas ensemble. Mais quels sont les effets? Est-ce que vous avez des exemples d'effets qu'on peut vraiment attendre d'un Living Lab, d'une démarche de laboratoire vivant tous ensemble? Amélie, peut-être. Je pense obtenir des idées, des façons de faire auxquelles on n'avait pas forcément pensé au départ, faire mutualiser les compétences, les points de vue, les parcours de vie, et puis finalement aboutir à des solutions qui vont être plus accessibles de façon générale à tout type de personnes, aux différentes capacités, puisque si on mutualise un peu nos parcours de vie de chacun, nos difficultés de chacun, nos particularités, et qu'on essaye d'aboutir à une solution qui puisse convenir à tous, forcément, on va aller vers, en tout cas, ce que nous on défend, qui est la conception universelle. Et donc, en essayant d'appliquer tous ces principes d'accessibilité universelle, forcément découlent des solutions plus accessibles pour tous, pas forcément que pour les personnes disons en situation de handicap ou vieillissantes. Voilà, ce qui peut être au bénéfice de ces publics-là peut être finalement au bénéfice à tous. Donc pour moi, je dirais quand même que ce qui peut découler de cette synergie dans les Living Labs, dans cette méthodologie, c'est d'aboutir à des solutions plus accessibles pour tous. Stéphane, peut-être tu as quelque chose à rajouter sur ce propos? Oui, on dit chez nous qu'en démarche Living Lab, il y a 3 types de résultats qui sont coproduits, puisqu'on travaille avec ces différents publics, les entreprises, les académiques, bien souvent les politiques publiques et les usagers, à co-construire ensemble des parcours, des résultats. Donc on dit qu'il y a 3 types de résultats que l'on coproduit ensemble et qu'on se partage finalement. Et ça porte même un acronyme. La lettre C comme des connaissances, on se partage des savoirs, des expertises, donc c'est déjà un langage commun. Comme on est des acteurs très différents, un habitant, un élu local, un technicien d'une entreprise, d'un service de R&D, un chercheur ou un étudiant, on est des gens quand même très différents à travailler ensemble à des solutions. Il faut qu'on développe un langage commun pour pouvoir travailler et co-construire ensemble. Donc voilà, comment on va croiser nos expertises, nos savoirs, développer un langage commun. C'est le C du connaissance. La deuxième lettre, c'est du S. S comme dynamique sociale. À un moment, il faut créer les espaces où ces 4 types de publics, dans un même lieu, dans une même salle, vont évoquer les problèmes, les formuler, les confronter, puis après utiliser des méthodes de créativité, puis après peut-être des méthodes de prototypage, puis après par essai-erreur faire des ajustements. Puis finalement, et donc il faut pour ça qu'ils se connaissent, qu'ils se fassent confiance. Et donc il faut qu'il y ait une dynamique sociale positive, un enjeu de reconnaissance. Certains diraient il faut trouver des moments conviviaux pour que petit à petit la reconnaissance mutuelle crée une dynamique positive dans le Living Lab, dans le projet. Du C, du S, et puis le A. Comme affaires communes ou affaires collectives. Et c'est ça que tout le monde attend bien souvent, c'est ça qui nous réunit, trouver des produits, des services innovants, des organisations nouvelles, et donc des affaires, des résultats coproduits ensemble qui prennent des affaires, les entreprises diraient des affaires au sens business, c'est-à-dire des produits et des services qui nous permettent aussi de gagner notre vie, sur lesquels on trouve des modèles économiques. Et dans le monde d'où je viens, je disais que j'avais été, avant de venir à la Cato de Lille, dans le monde du développement économique, toutes ces dispositifs que sont des grappes d'entreprise, des clusters, des pôles de compétitivité, ils sont centrés beaucoup sur le A, tout simplement parce que l'entreprise, privée ou publique, elle cherche des modèles économiques et bien souvent, au bout d'un moment, des moyens et des ressources pour lancer ces nouveaux produits. Mais si, auparavant, on n'a pas développé de la dynamique sociale et puis de la connaissance partagée, pour partager les mêmes représentations, les mêmes formulations du problème, c'est bien compliqué de trouver des réponses à des problèmes et surtout des réponses originales, quoi. Et donc, c'est fort intéressant dans la méthode Living Lab, c'est de
de pouvoir permettre de dire aux entreprises, si vous êtes entreprise, ce qui vous intéresse, c'est du A, ces affaires, vous en aurez un petit peu. Aux habitants, vous, c'est de la reconnaissance, de la dynamique sociale, des moments de convivialité, des moments d'écoute et de partage, du S, vous en aurez aussi. Et puis les étudiants et les chercheurs qui sont fort intéressés par les publications, par les séminaires, donc par le savoir, créer de la connaissance, vous en aurez aussi. Et donc, j'allais dire, une autre qualité et caractéristique du Living Lab, c'est qu'on fait du C, du S et du A en même temps, c'est à la mode en même temps, et donc ça permet en fait de servir les intérêts de toutes les parties prenantes, de toutes ces catégories d'acteurs dans la démarche Living Lab. Allez, je m'octroie un temps de parole, et dans le C de connaissance, il y a quelque chose qui est important pour nous tous, mais qu'on a tendance à oublier, c'est la capitalisation. Tout à fait. C'est le fait de accumuler de l'expérience. Voilà. L'expérience qui peut être positive, négative, qui doit être avant tout objective, qui doit permettre de savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, et comment est-ce qu'on peut transmettre cette connaissance spécifique-là pour que ça devienne quelque chose de modélisable ailleurs et que d'autres ne tombent pas dans les pièges ou les difficultés qu'on a rencontrées, mais qu'ils puissent s'inspirer de ce que l'on aura fait, pas fait, mal fait, bien fait, pour produire eux aussi et tenter leurs expériences. Tout à fait. Et ça, c'est super important à la fois pour l'entreprise qui va dire tiens, j'ai un vrai terrain d'apprentissage très concret, très réel. C'est hyper intéressant pour l'habitant, par exemple, qui va dire ah, enfin, j'avais un problème depuis des mois et des années, et enfin, on passe à l'action. Alors, certes, on se trompe, certes, on tâtonne, certes, mais au moins, j'agis et je suis utile. Je pourrais trouver l'exemple, par exemple, d'anciens aidants avec qui on a fait de l'innovation de service, des aidants qui sont des veufs et des veuves qu'on implique dans l'innovation de service, un truc un peu de dingue, j'allais dire, et qui nous disent je pensais pas que mon expertise, mon expérience allait être aussi utile, aussi pertinente, aussi riche et utile pour d'autres. Voilà, et donc en fait, cette connaissance partagée, ces savoirs qui sont croisés finalement, sont utiles pas seulement aux chercheurs, mais aussi aux entreprises ou alors aux habitants, aux bénéficiaires, à l'usager lambda. Et alors, Amélie ? Oui, j'allais compléter en disant qu'en effet, les personnes, en tout cas au HLab aussi, qui participent à nos panels testeurs, par exemple, des fois n'ont pas toujours conscience de ce qu'elles peuvent apporter. Elles ne se sentent pas légitimes ou pas capables ou elles n'ont pas l'expérience, mais en fait, il faut leur redonner confiance et leur montrer que c'est justement ça qu'on attend aussi, leur expérience tout simplement de vie, qui parfois peut être un peu décalée, mais justement montrer qu'il y a d'autres façons de faire. Et c'est ça qu'on essaye aussi de faire au HLab, de vraiment valoriser l'expérience d'usage des personnes. Voilà. Et alors, dans le domaine de l'habitat et du bien vivre chez soi, est-ce que, soit au HLab, soit Humanicité, bien sûr, et avec Ensemble, vous pourriez nous donner quelques exemples, peut-être d'abord en commençant par le HLab. Je crois que vous avez un projet dont vous êtes très fiers, un projet qui a été aidé par l'Union européenne. Oui, alors... oui, au HLab, on fait partie d'un consortium de travail et de recherche et développement sur une technologie donc d'écran tactile, mais à destination, dans un premier temps en tout cas, des personnes déficientes visuelles, aveugles et sourdes aveugles. Donc au sein de notre consortium de différents acteurs qui travaillent sur le projet, il y a donc des associations un peu comme nous au HLab, des équivalents dans d'autres pays d'Europe. On a également des chercheurs comme le CEA sur le plateau de Saclay qui développe donc cette technologie de retour haptique sur un écran tactile. On a également des entreprises dans le monde de la déficience visuelle et des aides techniques. Voilà, en fait, on est tout un groupe d'acteurs qui réfléchissons donc à développer, comme je le disais, une tablette tactile pour permettre aux personnes déficientes visuelles, aveugles et sourdes aveugles d'accéder à du contenu numérique et plus particulièrement du contenu graphique par le biais de différentes
possibilité de retour d'information. Donc, comme je l'évoquais par le tactile, avec un retour vibratoire très localisé sous le doigt, mais également par de l'audio, comme on peut déjà l'avoir sur des tablettes actuelles, et par l'intelligence artificielle avec laquelle on va pouvoir interagir, poser des questions, demander à affiner du contenu, créer nous-mêmes du contenu, etc. Donc, en fait, cette technologie pourrait très bien s'appliquer dans des domaines très divers, et notamment au sein de l'habitat. Pourquoi pas dans de la domotique, dans du contrôle de son habitat, pour essayer de faciliter le quotidien dans un habitat. Voilà, que toute personne, peu importe ses capacités, puisse se servir donc d'un écran tactile et accéder à du contenu qui reste majoritairement graphique par d'autres biais. Qui peuvent notamment être le toucher, voilà, comme je l'évoquais. C'est des choses qui peuvent se retrouver dans plein de domaines. On pense aussi beaucoup, alors ça sort un petit peu de l'habitat, mais vous savez, aux distributeurs de billets, aux TPE qui maintenant deviennent de plus en plus justement des interfaces tactiles sans bouton et qui doivent être accessibles. D'ailleurs, même les directives européennes réappuient dessus avec des normes qui entrent en vigueur d'ailleurs en juin de cette année pour que ces dispositifs-là soient accessibles pour tous. Donc voilà, c'est vraiment dans l'air du temps, et il serait temps d'ailleurs que tous ces dispositifs soient accessibles à tout le monde. Et donc au HLab, notre rôle, c'est, comme je l'évoquais jusqu'à présent, que les personnes elles-mêmes participent activement à ce projet-là, au développement de cette solution. Et donc on anime des ateliers de co-création avec un panel de testeurs donc aveugles, déficients visuels et même sourds-aveugles, pour qu'ils puissent exprimer leurs besoins, leurs attentes, tester les premiers prototypes, faire des retours et essayer de faire en sorte que donc le dispositif proposé à la fin du projet puisse répondre réellement à leurs attentes et leurs besoins. Voilà, donc c'est tout l'enjeu de ce projet-là pour nous, c'est que ça devienne un dispositif réellement utilisable, adoptable par les personnes elles-mêmes, que ça s'intègre dans leur mode de vie actuel sans tout bouleverser, et que ça puisse leur permettre d'avoir plus d'options pour utiliser des contenus, pour accéder plutôt à du contenu numérique, voire même en créer. Voilà, donc c'est un exemple qu'on fait au HLab et qui peut en effet se rapporter à l'habitat. Autour de ce projet de tablette tactile accessible. Ça nous laisse tous un peu sans voix quand on entend des choses pareilles, parce que c'est tellement porteur. On a envie de tester, on a envie de voir. Oui, ça peut ne pas être très parlant, mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc en général, les téléphones, par exemple, et les tablettes actuelles sont déjà vibrantes, mais c'est tout l'écran qui vibre. Là, le dispositif permettra d'avoir une sensation différente si on touche à tel ou tel endroit de la tablette, et puis d'avoir des vibrations différentes qui permettront de ressentir, par exemple, la notion d'altitude lorsqu'on veut prendre connaissance d'une carte de la France. On peut se sentir les reliefs en suivant où est-ce qu'on touche. On peut avoir un rendu différent si on touche la mer, l'océan. Voilà, on peut penser à plein d'applications possibles. Ça peut aussi se porter sur des graphiques mathématiques, essayer de me comprendre des diagrammes par le toucher, se rendre compte des échelles. Voilà, tout un tas de choses qui permettraient de se projeter dans plein de solutions diverses. Voilà. Ou des pictogrammes, par exemple, pour des personnes déficientes visuelles, mais qui ont aussi des troubles cognitifs et qui n'ont pas eu accès à la lecture. C'est sans doute des choses vraiment, ça ouvre plein de pistes d'espoir. De possibles, oui. Oui. Stéphane, tu voulais peut-être rajouter quelque chose sur cette notion d'habitat, de vivre ensemble, et de vivre chez soi et vivre ensemble. Cette dimension de vie de quartier, peut-être. Oui, un exemple tout simple et tout concret. Dans le quartier Humanicité, on a 3 tiers-lieux qui ont des finalités, des histoires et des partenariats différents. Il y a un tiers-lieu que l'université a co-construit avec un bailleur social, puisqu'on parle, ta question, c'est l'habitat.
Et donc, pourquoi un bailleur social et l'université s'associent dans un tiers-lieu un peu original? On s'est dit que il y a beaucoup d'initiatives de tiers-lieux en France, où d'ailleurs des bailleurs sociaux sont partie prenante. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le quartier Humanicité, il y a une population un petit peu atypique, puisqu'il y a plus d'une dizaine d'établissements de santé différents qui accueillent des publics très variés, avec des publics avec des handicaps très divers. Et on s'est associé, l'université, avec le bailleur social en disant est-ce qu'on ne pourrait pas faire un peu d'innovation sociale sur un tiers-lieu au rez-de-chaussée d'un bâtiment de logement social où il y a des personnes âgées, il y a des personnes avec différents types de handicap, mais qui serait ouvert à tout le quartier. Et l'innovation, entre guillemets, c'est de se dire comment serait animé ce tiers-lieu avec et par les habitants eux-mêmes du bâtiment logement social, mais de l'îlot et du quartier 15 hectares. C'est à peu près 2300 habitants potentiellement. Comment on ferait Et donc, on a imaginé un dispositif conjoint où les habitants sont invités à co-construire mensuellement la programmation du lieu. Et donc, on a une personne permanente qui est comme métier, c'est des nouveaux métiers. Moi, souvent, je dis, elle n'est pas tout à fait animatrice parce que ce n'est pas elle qui anime le lieu. Elle facilite le lieu. Elle est gestionnaire du lieu dans la mesure où c'est elle qui est garante de la sécurité du lieu et des personnes qui s'y trouvent. Mais au niveau de l'animation et de ce qui s'y vit et de l'organisation, c'est bien petit à petit des habitants qui y ont proposé d'animer des temps et de s'organiser. La question qui s'est posée à nous, c'est que c'est des habitants qui n'ont pas la compétence de l'animation ou qui ont besoin d'accompagnement pour faire pour mener à bien leur initiative. Où est-ce qu'on va la trouver? Et donc là, c'est là où on trouve les ressources, notamment à l'université ou avec un partenaire qui est spécialisé sur la médiation sociale, avec qui on travaille. Et donc aujourd'hui, on a mensuellement une quinzaine d'habitants, et je ne fais pas de distinction sur les âges, les handicaps, qui nourrissent cette programmation. Donc par exemple, vous pouvez avoir deux mamies qui sont passionnées de pâtisserie et qui se sont dit, moi je suis fan de faire découvrir la pâtisserie à des enfants. Comment on accompagne ces mamies à créer une activité pâtisserie pour des enfants et tout en respectant les normes de sécurité et d'accueil de personnes mineures. Quand il y a des personnes avec handicap qui viennent avec l'atelier, comment on accompagne? Il y a un habitant qui a un handicap mental qui est franco-anglais et qui, lui, était très volontaire et passionné pour faire découvrir la langue anglaise. Il s'est dit plutôt à des jeunes, à des étudiants qui voudraient faire de la pratique de la langue anglaise 1 heure et demie par semaine, de manière gratuite, de manière informelle. Comment on l'accompagne? Il n'avait jamais fait ça, à construire un projet pédagogique de langue anglaise tout public. Il y a alors finalement 2 groupes d'habitants qui ont créé des ateliers de jeux de société. Alors des jeux de société accessibles à tous les âges, il n'y en a pas beaucoup, des Monopoly, La Bonne Paye, il y a les grands classiques, mais après il y a des groupes d'habitants qui se sont dit nous ceux-là ils sont trop classiques, nous on est plutôt jeux de stratégie, jeux de rôle. Et là aussi il a fallu organiser le pouvoir au sein de ces clubs de jeux de société. Et donc l'innovation en fait elle réside plutôt dans la gouvernance en fait de ce tiers-lieu. Comment on identifie et on accompagne ces habitants à devenir, ils se sont appelés des référents. Et maintenant, comme ils prennent petit à petit le pouvoir sur le lieu, puisque c'est par eux que se construit la dynamique sociale du lieu, eh bien, on leur a dit, c'est plus les financeurs ou c'est plus les partenaires, la Cato et le bailleur social qui doivent décider de comment on va faire. Maintenant, vous êtes des éléments essentiels de la programmation du lieu. On est en train de transformer notre pilotage pour qu'ils prennent part à la décision du lieu et au partage des ressources. Et donc, ils ont dû, via une élection sans candidat, nommer des référents de référents. Et donc, je vais les découvrir, les 2 personnes ici bientôt. On va les faire rentrer dans notre copile, entre guillemets, et on va se partager le pouvoir avec eux, qu'ils comprennent pourquoi nous, université,
on s'associe à un bailleur social et finalement un collectif informel d'habitants pour animer ce lieu. Il faut que chacun y trouve aussi son propre intérêt. Ce n'est pas une mission d'une université de faire de l'animation sociale dans un quartier. Donc qu'est-ce qu'on veut y faire avec des étudiants? Il faut que les habitants découvrent ça aussi. Donc voilà, un exemple de changer la vie d'habitants, je veux dire standard, même s'ils ont encore une fois, ils peuvent avoir des formes de handicap différents. Il y a un café cygne par exemple. Ici, ils ont co-animé une fête des voisins, bien sûr, hein, le truc assez classique. Mais comment les accompagner, hein, encore une fois? Donc ça peut être assez ordinaire, je veux dire, peut-être assez banal, mais finalement le dispositif, il est original parce que c'est pas une maison des associations, c'est pas une UMJC, c'est pas un centre social, voilà, c'est pour ça qu'on est plutôt dans la catégorie tiers-lieu, co-construit, copiloté. Ce qu'on a aujourd'hui comme programmation, il y a 2 ans, j'aurais été incapable d'en parler parce que les gens n'étaient pas impliqués, ils n'étaient pas co-créateurs, donc on ne savait pas finalement à quoi on allait aboutir. On savait comment on allait le faire, qu'est-ce qu'on allait proposer, mais c'est bien eux qui ont rempli la feuille, les cases et la copie de la programmation et qui aujourd'hui co-animent leur lieu finalement, même si c'est nous qui en sommes propriétaires avec le bailleur social et l'entreprise sociale, finalement c'est eux qui font tout le job. C'est-à-dire qu'ils sont montés en compétences, ils sont passés de consommateurs passifs à une dynamique qui leur permet maintenant d'être co-animateurs, de prendre des initiatives, de faire des propositions d'activités, de partage, d'échange de savoir, des choses qui vont créer du lien social, rendre des services utiles, une vraie utilité publique. C'est ça. Tout ça, c'est vraiment des exemples très inspirants. Et il y a 2 perspectives de recherche, je l'ai cité, mais qui nous intéresseraient. Enfin, recherche au sens, bien sûr, recherche académique, encore une fois, je suis université, mais plutôt dans la logique recherche-action, hein, très pratico-pratique. Il y a ce métier, je disais, de facilitatrice gestionnaire d'un tiers-lieu dont on parle depuis 4-5 ans, mais finalement qui est assez nouvelle. C'est quoi ces compétences qui sont nécessaires, étant donné les spécificités et du lieu et du quartier? Donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est les fameux référents qu'on n'avait pas imaginés, encore une fois, il y a 2-3 ans, qui petit à petit apparaissent, hein, ils sont au moins une quinzaine. Finalement, c'est qui leur profil, c'est quoi leurs attentes, quel type, tu parles de compétences, c'est des compétences, mais aussi c'est des aptitudes, c'est des savoir-être pour faire de l'accueil, pour faire de l'accompagnement informel. Et nous, comment une université dont le métier c'est faire de la formation, comment on les accompagne? Peut-être pas avec de la formation traditionnelle, on ne va pas les mettre dans un amphi et leur faire un cours, comment animer un groupe, c'est pas le sujet, c'est d'autres formes de formation. Donc voilà, c'est les 2 sujets aujourd'hui qu'on est en train d'identifier, sur lesquels on est en train d'écrire avec eux des projets de recherche-action. Et très, très, très inspirant. Pour donner envie aux personnes que l'EPNAC accompagne, mais aussi aux salariés ou aux proches, aux parents, de s'engager dans une démarche Living Lab, est-ce que vous auriez une anecdote chacun peut-être à nous raconter qui pourrait, ça peut être quelque chose de drôle, quelque chose de fantastique, ça peut être quelque chose de votre choix, qui pourrait donner envie de s'engager. Amélie peut-être ou Stéphane, hein, selon. Alors Amélie, vous m'inspiriez tout à l'heure en parlant de public, de personnes sourdes. J'ai 1 ou 2 anecdotes là en tête, mais on a un public sourd assez important dans le quartier Humanicité, notamment parce que un EHPAD qui est dans le quartier a pour moitié, je crois, 1/3 ou moitié des personnes sourdes de naissance, âgées, dépendantes, mais sourdes de naissance. Ce qui fait qu'il a fallu former aussi des personnels qui parlaient la langue des signes, développer des activités pour elles, mais aussi aménager le mobilier, les systèmes de communication, tout ça. Et comme nous, on était dans une logique de participation et de collaboration avec ces publics-là, on a eu des temps de réunion où on invitait, où on appelait à participer des personnes sourdes en langue des signes. Donc on s'est dit, basico-basique, rendre accessibles ces réunions, c'était forcément avoir des traducteurs en langue des signes pour leur permettre de communiquer avec des entendants. Si ce n'est qu'un truc auquel on n'avait pas pensé, c'est que pour que entendants et sourds communiquent, il fallait des espaces où à un moment, un entendant parlait à un sourd, il fallait que la traductrice dise « Oh, pas tous en même temps », l'entendant parlait,
la traductrice traduisait, le sourd, alors maintenant ils ont beaucoup des outils numériques, mais ça revient au même, il y a un temps de décalage, il y a un temps de silence. En fait, quand les sourds s'adressent aux entendants, et les entendants s'adressent aux sourds. Et ce temps de silence, en fait, à l'expérience, on s'est rendu compte qu'il était hyper important pour les deux publics. Comme les deux publics sont différents, ont une culture différente, une langue c'est aussi une culture différente, il faut du temps en fait de percuter, d'écouter, d'être vraiment à l'écoute, d'être vraiment en empathie. Et ce temps de silence est devenu fondamental, ce qui fait que dans nos méthodos de co-conception, qui est des sourds ou même pas du tout de personnes sourdes dans nos ateliers, on soigne les temps de silence en disant, dès qu'on vous donne une consigne, une question, ne vous jetez pas dans le débat, dans l'échange, gardez systématiquement quelques secondes, 30 secondes, des fois 1 minute de temps de silence personnel. Qu'est-ce que je fais avec cette question? Qu'est-ce que ça suscite chez moi? Eh bien, c'est devenu un outil, ce temps de silence, construit sur l'expérience de notre volonté d'inclure des personnes sourdes dans nos temps de co-conception. C'est vraiment une anecdote, hein. Tu me demandais, c'est ma première anecdote. Oui, moi je peux. Alors, toujours en lien avec le projet Ability et lors des différents tests qu'on a pu mener, des différents ateliers, de mon expérience à moi, j'avais eu très peu l'occasion de rencontrer des personnes sourdes aveugles, et donc ça m'a permis finalement de bien comprendre les réelles difficultés qu'elles ont à pouvoir communiquer avec leurs proches ou même avec des personnes tierces, leurs médecins, des personnes dans l'administration. Voilà, il y a toujours besoin finalement d'un tiers. Et il y avait un monsieur donc qui de base était alors je crois qu'il était de base, il était seulement aveugle, entre guillemets, et il est devenu aussi sourd. Et là, ça a été pour lui très compliqué de pouvoir continuer à communiquer avec ses proches. Et donc, lors de l'atelier, quand on lui a proposé d'essayer le prototype pour communiquer par le retour tactile, en posant sa main sur la tablette à retour vibratoire et en pouvant ressentir, en l'occurrence là, des lettres dans un premier temps, on a eu une réelle émotion en voyant que ça pouvait lui servir de façon très 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 concrète pour communiquer avec sa femme, avec ses enfants, etc. Donc ça a été pour moi une réelle émotion déjà de me projeter dans la réalité de ce que vivent ces personnes-là et de voir que ce qu'on développe avec eux est réellement utile. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous saviez, mais j'ai appris très récemment que avant, les personnes sourdes aveugles devaient se déclarer soit sourdes, soit aveugles. Mais la reconnaissance des personnes sourdes aveugles en tant que double handicap est très très récente. Et voilà, ça a été aussi un peu un choc pour moi d'être projeté dans cette réalité-là à nouveau. Et donc voilà, des fois, tout ça, ça permet de comprendre la réalité de ce que vivent ces personnes-là. Voilà. Et de tous trouver des solutions ensemble. Voilà, tout à fait. Je reviens à l'émotion que vous témoignez, Amélie. Je reviens sur l'émotion le témoignage que je donnais tout à l'heure sur l'expérience de l'innovation de service pour des aidants proches. Elvez, si on a 1 minute pour raconter, on a une démarche de Living Lab portée avec une plateforme de répit pour aidants proches, plutôt personnes âgées. Maintenant, il s'ouvre à toutes les formes de dépendance. Et la plateforme de répit nous dit, Stéphane, on voudrait faire un Living Lab d'après ta définition, avec et par les aidants eux-mêmes, les aidants proches eux-mêmes. Ok. Donc ça veut dire que tes aidants proches qui ont déjà une vie super compliquée, qui sont épuisés, qui viennent chez vous, on leur demanderait de partager avec nous pour faire de l'innovation de service et voir comment on pourrait imaginer des services de répit plus percutants, plus impactants, plus utiles pour eux-mêmes. C'est quand même fort leur demander quand même, ils sont déjà pas mal sollicités. Donc la plateforme de répit, elle me répond, puis elle dit, si on allait appeler à participer à cette innovation de service des anciens aidants proches, donc des veufs et des veuves, qui ont une grande expérience, 10-15 ans de vie d'aidant. Eux, ils ont une vraie expertise et ils ont plus de temps. Et donc, nous voilà à profiler des anciens aidants, veufs et veuves, et à les contacter individuellement et à leur dire « venez faire l'innovation de service avec nous ». Et je pense à une personne qui me dit, la première fois que je la rencontre, qui me dit « mais Stéphane, vous vous rendez compte de ce que vous me demandez ?
10 ans ou 15 ans d'aidance, c'est aussi beaucoup de souffrance. Vous me demandez de venir témoigner de cette souffrance, de me rappeler, de me remémorer toutes ces difficultés, toutes ces souffrances. Et finalement, je vais un peu vite, mais elle accepte de venir dans le projet. Et pendant 1 an et demi, 2 ans, elle co-anime, elle co-conçoit cette innovation de service. Comme il y a un travail de recherche en parallèle, il y a un travail d'évaluation auprès d'elle pour voir quel impact ce service, ils se sont appelés des super aidants, P-A-I-R, comme des pères aidants, ces anciens aidants. Donc c'est devenu le nom du projet, super aidant, si vous allez sur Internet, si ça vous intéresse. Et donc quelques années après, on fait l'évaluation de l'impact de ce projet super aidant auprès de ces super aidants, en leur disant qu'est-ce que ça a produit, quelles sont les difficultés, les gains ou les bénéfices. Et cette personne nous dit, mais Stéphane, en fait, je ne réalisais pas, et l'émotion a complètement changé. La première fois, quand je l'avais appelée, elle était plutôt à se dire, venir participer, c'est parler de ma souffrance. Et en fait, être au contact pendant 2 ans d'aidants en situation et de réaliser petit à petit qu'elle avait une expérience riche et que sa vie, ces 10 ans, 15 ans d'aidance, c'était devenu, et le partage, c'était devenu peut-être plus qu'un répit, un soulagement quand elle en parlait à des gens qui étaient en situation et qu'elle exprimait, elle soutenait et elle réalisait pas du tout que toute cette vie pour elle difficile pouvait être utile, pouvait être un soutien, pouvait être un point positif de sa vie. Et jamais elle avait vu sa vie, ces 10 ou 15 ans d'aidance, comme ça. Et son émotion avait complètement changé. Son regard sur cette période de vie a complètement changé. Et moi-même, je n'avais pas réalisé que ça allait produire ce genre d'impact et ce genre d'effet, quoi. Et alors aujourd'hui, malheureusement, elle est décédée, mais on a appelé d'autres aidants à qui on a capitalisé, à qui on peut porter le témoignage en disant... et on est attentif d'ailleurs à cette période de deuil, où est-ce qu'ils en sont, parce qu'on sait l'impact que ça peut avoir. C'est pas toujours facile de se rappeler ses souffrances et d'en témoigner, mais on sait que grâce à elle, d'autres voies, d'autres valorisations sont quand même possibles. Et c'est une expérience de vie, le fait d'avoir souffert. Effectivement, ça. Alors on le souhaite à personne. C'est pas quelque chose d'agréable, mais c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas aux autres. Et si on peut apporter une expérience et que cette expérience devienne utile, ça en change le sens. Tout à fait. De passif, on a été, on devient quelque part moteur, acteur. C'est ça. Mais tout ça dans un cadre hyper sécurisant, où on est allé par étapes successives avec validation pour être sûr de pas leur faire plus de tort ou plus de mal que on s'attendait pas à ce type de résultat ou de témoignage. Donc on voulait pas, et elle nous avait alerté en disant, me faites pas revivre ces moments de souffrance si j'en trouve pas quand même un bénéfice. Et donc on y a été vraiment mollo, mais vraiment prudemment. Et maintenant, on sait que c'est possible, quoi. Donc, ouais, tu as raison, Elvez, je souhaite à personne, mais voilà, on sait que il peut y avoir, dans certains cas, quand il y a un cadre, quand il y a une méthode, quand il y a un accompagnement professionnel quand même, des issues plus positives, je vais le dire comme ça. Voilà. D'autant que dans un Living Lab, quelque chose qui est très important, c'est l'égalité de dignité. C'est le respect que tout le monde porte à chacun et que chacun attend des autres. Alors, c'était d'ailleurs un des sujets d'étude du projet Super Aidant, c'est qu'aujourd'hui, dans des plateformes de répit, la plupart des accompagnants sont des professionnels, des psychologues pour la plupart, et on se rendait bien compte que l'impact du professionnel dans le conseil ou dans l'accompagnement était complètement différent de quand c'était un témoignage d'un ancien aidant, d'un super aidant. Et ça, à l'expérience, on l'a vu. Et donc, dans le service super aidant, on a des binômes entre des professionnels et des anciens aidants qui mettent en œuvre la technique d'accompagnement, des petits groupes de 5-6 aidants en situation. Et c'est le binôme qui a vraiment toute l'énergie et tout l'impact. Ce n'est pas le super aidant seul qui accompagne la méthodo, qui anime la méthodo, ce n'est pas le professionnel seul. Et donc aujourd'hui, on a un stade où, soutenu par le département du Nord, on rédige un guide du projet Super Aidant, et notre idée, c'est avec la Fédération des plateformes de répit, on puisse diffuser notre expérience pour faire en sorte que, si les plateformes de répit sont intéressées, elles puissent elles-mêmes expérimenter, puis après utiliser cette innovation de service avec leurs professionnels et les super aidants dans leur catalogue de services. Pour nous tous, je pense que quelles que soient nos structures, lorsqu'on a acquis une expérience
importante et un peu innovante. L'innovation, pour moi, c'est le truc un peu nouveau qui n'a pas encore été testé ou qui n'est pas encore généralisé. En gros, si je voulais caricaturer, je dirais que la voiture, ça a été innovant, ça ne l'est plus. Oui. De même que le FALC, le français facile à lire et à comprendre, ça a été innovant il y a peu de temps, hein, 5-6 ans. Hein. Maintenant, ça doit rentrer dans les mœurs et dans les habitudes généralisées. Ce que je veux dire par là, c'est que nous tous, quand on a la chance d'avoir acquis une petite expérience d'innovation, on a tous cette mission de pouvoir partager. Nous, à l'EPNAC, on reçoit souvent dans le domaine des commandes oculaires comme outil de communication pour les personnes qui en sont empêchées, qui ne sont pas oralisantes et qui n'ont pas une bonne maîtrise de leurs gestes, qui réussissent à communiquer grâce à des outils comme les commandes oculaires. Nous, on essaye de partager parce que on ne souhaite à personne toutes les petites difficultés d'apprivoisement de la technique, de la façon de la mettre en place, de la façon de la mettre en œuvre, de façon de l'y faire adhérer, de toutes les conséquences aussi qu'on peut découvrir et qu'on n'avait pas imaginé, parce qu'il n'y a que la pratique qui découvre certaines réalités. Ouais. Donc effectivement, l'importance de pouvoir partager nos expériences pour s'entraider, hein, ni plus ni moins. Ouais. Bien souvent, les Living Labs sont des réseaux, hein, sont des collectifs multi-projets, mais il est important pour nous aussi, animateurs, chefs de projet Living Lab, que l'on soit en réseau pour partager nos pratiques, nos méthodos. Voilà, c'est fondamental. On doit s'appliquer à nous-mêmes ce que l'on promeut. C'est essentiel, sinon on n'est pas crédible. Oui, tout à fait. Ça serait presque un bon mot de la fin. Et est-ce que vous auriez quelque chose d'autre à rajouter ou... Tu disais, tu parlais d'innovation. Je pense que souvent il y a confusion avec les gens avec qui on travaille entre innovation et créativité. Pour innover, un de nos formateurs disait l'innovation, c'est une idée qui a pris corps. Et donc qui s'est incarnée et qui se diffuse. Donc, comme il dit, une idée, c'est pour avoir beaucoup d'idées, tout le monde peut avoir des idées, et heureusement, il n'y a pas que des jeunes étudiants ou alors des professionnels dans des équipes de recherche et développement qui ont des idées. L'habitant, l'usager lambda, dans son environnement, il peut avoir des idées. Mais pour ça, il faut des techniques de créativité. Puis après, une fois qu'on a beaucoup d'idées, il faut pouvoir les essayer, il faut pouvoir les prototyper, il faut pouvoir les mettre en situation avec des gens qui sont capables d'évaluer ce qui marche pas, ce qui est mieux adapté, ce qui est plus ergonomique, et ça, c'est d'autres savoir-faire, d'autres expériences. Et puis quand on s'y met tous, c'est là où une idée, à un moment, on va dire, mais celle-là, elle fonctionne, et elle fonctionne pour... Amélie, vous parliez de design universel, de design pour tous. Cette idée-là, en fait, elle est pratique, elle est utile, elle est ergonomique pour une très grande quantité de gens, peut-être même, pourquoi pas, le tout public. Auquel cas, là, on a trouvé une innovation. C'est plus une idée, c'est une innovation géniale. Et c'est pas forcément toujours une innovation technique dans notre cas. Je vous ai pas parlé, on a des projets de parking avec des trucs informatiques, etc. Il y a des fois, c'est pour ça que mon anecdote, c'était l'histoire du silence avec les personnes sourdes. Des fois, c'est des trucs ultra élémentaires qui se révèlent être non seulement des bonnes idées, mais en plus des vrais modestes, hyper humbles innovations vachement impactantes. C'est le cas de mon histoire du silence. Oui, tout à fait. Je rejoins complètement. Et comme petit mot de la fin, je dirais de pas hésiter, de pas avoir peur de faire part de son expérience de vie, d'usage. Voilà, chacun a quelque chose à apporter. Et puis ensemble, on avance vers un monde plus accessible. Voilà, nous aussi, on n'est pas que dans la technologie. Là, j'ai présenté en effet un projet très technologique, mais on travaille aussi beaucoup avec des communautés d'agglomération qui ont à cœur que leur service public soit accessible pour tout le monde. Donc, ça peut être aussi bien des chemins de randonnée, des visites culturelles, voilà, tout un tas de choses. Et vraiment, tout un chacun à sa part peut amener sa voix, faire entendre sa voix et participer
à nos projets. Donc, ne pas hésiter à s'engager auprès de Living Lab. Merci beaucoup. Merci Amélie, merci Stéphane. Merci beaucoup, Elvez. J'espère à bientôt, dans une forme ou dans une autre de Living Lab, avec des personnes en situation de handicap qui s'investiront et qui trouveront à la fois du plaisir, de la connaissance et la satisfaction de produire ensemble. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.